Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descogniers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Kit d'entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, précisément, un sujet qui préoccupe et motive une majorité de nouveaux entrepreneurs, agir pour ce qu'on appelle la transition écologique et bien sûr aussi sociétale. Comment faire pour concilier réussite de son projet et impact positif sur l'environnement, sur la société, sur le territoire? Quelles sont les questions à se poser pour faire les bons choix? Comment être dans l'amélioration continue de son entreprise tout au long de son parcours et surtout comment communiquer sur ses engagements responsables. Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes intervenants du jour. Tout d'abord Thomas Bollier. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes donc chargé de suivi et d'accompagnement à Initiative Goël. Également avec moi, Éric Dangenière. Bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes donc directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. Et puis, comme à chaque fois, nous allons débuter avec notre entrepreneuse du jour. Aujourd'hui, c'est Juliette Fransquin. Juliette, bonjour. Bonjour. Juliette, vous avez donc créé l'entreprise Rue Juliette en 2020, qui est une boutique de vrac zéro déchet à Paris, dans le 13e arrondissement. Et bien précisément, nous allons commencer avec vous. Tout de suite, c'est le témoignage. Alors Juliette, en premier lieu, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous parler un petit peu de votre projet? Ok, donc je suis Juliette Fransquin, comme vous le disiez. J'ai bientôt 50 ans, donc clairement, c'est pour moi une reconversion professionnelle. J'ai eu une autre vie avant, où j'étais cadre dans divers secteurs, beaucoup plus orientés autour des nouvelles technologies ou des technologies en général. J'ai eu 2 grosses expériences en start-up, et puis une expérience de 7 ans dans une grande entreprise, puisque c'était Capgemini. Voilà, mais j'ai toujours eu envie de monter mon projet, d'où d'ailleurs certainement ces grandes expériences en start-up, sauf que on se rend compte assez rapidement au bout de quelques temps, que c'est pas son projet à soi. Et en fait, j'ai moi eu l'opportunité de prendre un peu de temps pour moi. Donc j'ai fait poser un congé sabbatique en 2018-2019. Et on est parti en famille faire le tour du monde. Voilà, c'était clairement au départ juste une envie personnelle, un rêve. Et on se disait, on va montrer les beautés de la planète à notre fille avant qu'elle ne dégénère. Donc, il y avait quand même une petite fibre environnementale au démarrage. Et puis voilà. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, cette envie s'est affirmée, notamment parce que là où je pensais montrer à ma fille uniquement les beautés de la planète, eh bien, j'ai vu un monde qui était en grand danger. C'est-à-dire que là, c'est plus des images de docu, c'était sous nos yeux. Le réchauffement climatique était là, les déchets étaient partout. Et en fait, on s'est dit, soit on reste sur place. Donc, j'étais avec mon conjoint. Soit on rentre et on fait quelque chose qui va servir à notre échelle à changer un petit peu les choses et à influencer les gens dans leur mode de consommation. Voilà, donc c'est de là qu'est née l'idée de Rue Juliette. L'idée étant d'aider les gens à changer leur façon de faire leurs courses et de leur proposer de faire leurs courses sans emballage jetable. Donc effectivement, comme vous le disiez, aujourd'hui Rue Juliette, c'est avant tout une épicerie vrac dans le 13e arrondissement, mais c'est également une boutique en ligne, puisqu'on a un site web qui nous permet de livrer tout Paris sur des bases de consignes. Donc là, on livre des particuliers. Et depuis une petite année maintenant, on commence également à servir les professionnels. Voilà. Donc on comprend bien, l'engagement sociétal, il est hyper prégnant dans votre projet. Comment ça se manifeste, comment ça se cristallise vraiment au quotidien? Au quotidien, déjà, quand on franchit le seuil de Rue Juliette ou qu'on décide de nous passer une commande, on sait qu'on n'aura pas d'emballage jetable. Franchement, j'ai longtemps hésité à mettre des sacs craft. Après, je me suis quand même rendue à la réalité que ça pouvait être important. Mais même dans la boutique, on a énormément développé la consigne. Donc, soit les gens peuvent prendre des bocaux vides et les remplir, soit, avec le temps, j'ai aussi réussi à avoir beaucoup de références de produits qui sont déjà conditionnés, soit dans des bocaux, quand c'est des soupes, des plats tout faits, des confitures, du miel, ou des boissons. Et voilà. Et en fait, du coup, on a vraiment aujourd'hui, on peut faire vraiment ses courses sans aucun emballage jetable. On a tendance assez naturellement à opposer l'efficacité économique et l'efficacité écologique. Quel est votre point de vue? Effectivement, de toute façon, on ne va pas se mentir, l'équilibre, il est difficile. Ne serait-ce que déjà parce que j'ai choisi de travailler dans l'alimentaire et qu'on ne marge pas sur l'alimentaire énormément. Et puis, je me suis lancée sur une période qui n'était pas forcément très, très faste à ce niveau-là. Mais on arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Alors déjà, dans la boutique, ne serait-ce que la confiance qui se crée avec chaque client qui est derrière,
c'est pareil sur le digital. C'est beaucoup de relations clients, de relations one-to-one. On essaye, moi, de toute façon, l'idée de la boutique, c'était d'aller vraiment au contact des gens et de les aider. Et en fait, on a tous les jours des gens qui viennent en disant, grâce à toi, Juliette, j'ai réussi à changer. J'ai vraiment vu la taille de mes poubelles se réduire. Donc ça, c'est génial. C'est aussi convertir des gens. Et en fait, avec cette confiance, on commence à trouver l'équilibre économique. Après, il y avait des oiseaux de mauvais augure qui me disaient « Ouais, mais il y a trop de chaînes logistiques, tu vas jamais t'en tirer, etc. » Alors, c'est vrai qu'il y a des problématiques de stockage avec toute cette consigne. Mais moi, j'ai aussi voulu en faire une opportunité d'inclusion. Et mes parents, ayant travaillé toute leur vie dans le monde du handicap, je savais très bien ce qu'on pouvait attendre de ce genre de personnes. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas associée, mais j'ai un partenaire clé qui s'appelle l'ANRH, qui a des entreprises adaptées et des ESAT. Et aujourd'hui, on a des gens en situation de handicap qui viennent nous aider, en fait, que ce soit pour reconditionner, mais même pour préparer les commandes. Et donc, y a des produits qu'on reçoit en vrac et qu'on reconditionne, la pâte à tartiner, des choses comme ça. Et grâce à eux, et puis la préparation de commandes pour Internet et pour les professionnels. Une dernière question avant de passer à la deuxième partie de ce podcast, c'est la question de la communication. Évidemment, c'est là aussi quelque chose de très important pour une entreprise, a fortiori comme ce que vous proposez, comme la vôtre. Sur quoi vous communiquez? Quels sont vos canaux de communication? Alors, mes principaux canaux de communication aujourd'hui, c'est clairement les réseaux sociaux. On ne va pas porter la même communication sur LinkedIn que sur Instagram ou Facebook. Quoique Instagram et Facebook, ça se ressemble quand même dangereusement. J'essaye vaguement de me mettre à TikTok, mais enfin... Ça sera sûrement la prochaine étape, mais je sais qu'il y a un boulevard à développer à ce niveau-là. Sur Instagram, on va être sur vraiment du quotidien. On va faire des stories quasi tous les jours sur les nouveautés qui arrivent, sur la gourmandise, sur la fraîcheur des produits. C'est essentiellement là-dessus qu'on va communiquer. On va quand même en profiter pour reprendre les temps forts de l'actualité de l'entreprise, mais aussi de la réduction des déchets. Donc, il y a la semaine de réduction des déchets qui existe. Donc, c'est des temps forts qu'on reprend. Et sur LinkedIn, ça va être plutôt nos avancées institutionnelles, entre guillemets, qu'on va mettre en avant. Bien, merci pour ce premier témoignage. Et tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast, c'est la marche à suivre. Bien, Thomas et Eric, vous avez donc écouté attentivement le témoignage de Juliette. Ce témoignage, qu'est-ce qui vous inspire? Alors déjà, félicitations Juliette pour ce beau projet. Donc nous, au niveau du réseau Initiative, on a l'opportunité donc, de voir plusieurs entrepreneurs qui ont déjà cette démarche RSE. Donc pour rappel, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, donc concerne un impact qui peut se différencier sur le territoire, par exemple, sur l'environnement ou sur la société. Donc les entrepreneurs, ça varie vraiment. Il y a des entrepreneurs qui ont déjà une idée très précise, très claire de leur démarche, et donc qui viennent avec des idées claires, et d'autres, on a besoin de les aiguiller. Et donc pour ça, on a la capacité donc, aussi de les orienter vers des partenaires, de réaliser un diagnostic, et donc d'aller les accompagner pour valoriser ensuite cette démarche, notamment grâce au label Initiative Remarquable, qui est porté par Initiative France pour justement récompenser les entrepreneurs pour leur démarche RSE. Et moi, ce qui m'a marqué dans votre témoignage, Juliette, c'est comment est née un peu l'idée. Je trouve que c'est assez représentatif en fait des entrepreneurs à impact aujourd'hui. C'est-à-dire que quand même au départ, ça part de quelque chose qui vient vraiment de soi, en fait, de qui on est, et de quelque chose qui nous, alors ça peut être qui nous scandalise, qui nous donne envie d'agir, mais il y a une rencontre entre un enjeu de société, un enjeu environnemental, et une personne en fait. Et du coup, c'est de cette rencontre-là que naît le projet, en fait. Et c'est ce que vraiment j'ai entendu dans votre témoignage. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. Le fait de dire à un moment, peut-être que moi aussi, je peux apporter quelque chose, tout simplement, sur quelque chose qui me tient à cœur, sur un sujet qui me tient à cœur. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça naît aussi d'un moment un peu différent, en fait, finalement. Ça naît parce que là, tout d'un coup, il y a un voyage, il y a une posture, peut-être un regard aussi sur soi-même et sur le monde qui permet, en fait, de créer cet élément déclencheur, enfin, ce contexte favorable qui permet le déclenchement, en fait, du projet. Oui, souvent, c'est une rupture. On le voit, il y a beaucoup de monde, comme moi, en reconversion dans les entrepreneurs à impact.
Et effectivement, il y a souvent une rupture au démarrage qui peut être arrêter un job, un burn-out. Mais souvent, quand il y a un burn-out, c'est qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Et voilà. Et c'est souvent des moments où on se pose et où on s'octroie le temps de réfléchir et de prendre du recul. Alors précisément, on parle un peu des sociétés à impact depuis tout à l'heure. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des sociétés à impact et par opposition d'autres qui ne sont pas à impact, ou est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, toutes les entreprises doivent tenir compte de cet engagement RSE que vous évoquiez à l'instant ? Je trouve que c'est vraiment une excellente question. Voilà, en tout cas, la vision que je porte aujourd'hui, la vision qu'on porte aussi à la Fondation Entreprendre, c'est qu'en fait, c'est que toutes les sociétés ont un impact. Et donc, c'est pas une question de savoir est-ce qu'on va avoir un impact ou pas. C'est que par défaut, une société, elle est ancrée dans un environnement social, écologique, économique, planétaire. Donc, elle est inscrite dans une réalité. Et de toute façon, par défaut, elle a un impact. Forcément, elle a une action. Et en fait, la question, c'est de savoir quelle action elle a, en fait. Est-ce que cette action, elle est plutôt positive ? Elle produit de la valeur, ou est-ce qu'au contraire, quelque part, elle est négative, elle va réduire de la valeur ? C'est ça. Donc je dirais, moi, en fait, elle a de l'impact. L'important, la question, c'est plutôt quel impact on va avoir, en fait. Plus que de se dire si on va avoir de l'impact, parce qu'il est là par défaut. Oui, donc impact, en fait, il faut mettre entre parenthèses impact positif. Oui, exactement. Et du coup, c'est la question plutôt de l'impact positif, ouais. Mais c'est important parce qu'effectivement, on perçoit pas comme, effectivement, on le mesure pas aujourd'hui. Enfin, dans beaucoup de structures, on va pas forcément mesurer cet impact-là. Du coup, c'est quelque chose qui est un peu invisibilisé, qu'on ne voit pas, alors que toute entreprise, et même une entreprise de service, a obligatoirement, effectivement, un impact, ouais. Et c'est vrai que justement, ça, c'est ce que les entrepreneurs voient pas forcément au démarrage, surtout à la création. Pour certains, c'est quand même compliqué d'aller justement vers cet impact, alors que pour la plupart, ils ne se rendent même pas compte que justement, ils ont cet impact déjà dès qu'ils veulent créer. Et donc, tout le but, c'est de pouvoir le valoriser, justement, cet impact, et de communiquer en ayant toute une transparence et une communication donc raisonnée, sans faire du greenwashing, justement. Comment ça vous est venu, effectivement, Juliette, fondamentalement, intrinsèquement, votre projet, il porte certaines valeurs, c'est sûr. Est-ce que pour vous, les deux, en fait, l'impact et votre projet en tant que tel sont vraiment imbriqués, ou est-ce que c'est finalement deux choses ? Voilà, il y a la réalité de votre entreprise et par ailleurs, il s'agit aussi d'avoir un impact positif sur la société. Non, je pense que pour moi, c'est vraiment imbriqué. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas fait. Je ne sais pas si j'aurais été capable de me lancer dans l'entrepreneuriat sur un projet qui ne soit pas de ce type-là. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que je l'aurais fait. J'avais quand même envie d'être entrepreneur. Il y avait quand même des prémices. Mais souvent, je ne trouvais pas le sujet. J'ai même pu trouver des gens qui avaient envie de s'associer avec moi, mais pas forcément sur un sujet qui, moi, m'intéressait viscéralement. Et là, je l'ai, en fait. Et clairement, pour moi, il y avait cet impact environnemental qui était vraiment, on va dire, dans l'ADN de départ. Mais il y avait également le côté sociétal, ou social, le fait de faire travailler des gens en situation de handicap, parce qu'ils travaillent vraiment dans nos locaux avec nous. Donc, c'est pas, on ne délègue pas simplement. Moi, c'était vraiment ce que je souhaitais. Aujourd'hui, oui, on mesure cet impact, etc. Mais, en tout cas, autant qu'on y arrive avec les moyens qu'on a. Mais ça faisait vraiment partie de l'ADN. D'ailleurs, les statuts ont été traités tels que, etc. Dès le démarrage. Oui, d'accord. Mais donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas finalement dire que ça dépend beaucoup de la sensibilité de l'entrepreneur, du porteur ou de la porteuse de projet ? Je ne sais pas, vous, si vous êtes confronté à ça. Que dire à des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui n'ont pas cette sensibilité-là et qui ne vont peut-être pas être aussi attentifs à ces aspects de RSE ? Je pense que c'est les deux au final, parce que pour la plupart des entrepreneurs qui ont déjà des objectifs clairs en termes de RSE, c'est des expériences professionnelles ou personnelles passées, comme Juliette a pu l'expliquer. Donc nous, notre objectif, c'est aussi d'accompagner la partie qui peut y être sensibilisée sans forcément avoir eu ces expériences passées. Et donc, c'est à nous, justement, en tant qu'accompagnateurs, de les pousser à aller vers cet impact, justement. Et c'est vrai que je me demande aussi sur
sur la question, il y a les personnes qui sont moins sensibilisées, qui en ont moins conscience. Après, je pense que tout le monde est quand même tous les entrepreneurs sont aussi très sensibles à la question du pourquoi, en fait, pourquoi ils font les choses. Et c'est important de revenir à ça, en fait, parce que quand on parle d'impact, on est beaucoup dans le quoi, dans de la mesure, mais en fait, la chose qui compte le plus, c'est finalement pourquoi. Pourquoi ce projet d'entreprise? Et on peut se poser la question, déjà, quel impact il a sur moi, sur ma famille, quel impact il a dans le territoire dans lequel je m'inscris, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur, quel impact il a sur ses parties prenantes, sur les clients qui viennent dans le magasin. Et en raisonnant de façon simple comme ça, je trouve que ça peut éclairer de façon concrète aussi, parce que finalement, une entreprise, c'est quand même un projet collectif qui est ancré avec des parties prenantes, et de travailler sur cette relation. Voilà, c'est quoi la nature de cette relation? C'est quoi la nature de ma relation avec mes clients, avec mes fournisseurs? Qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur aux différentes parties prenantes? En partant là-dessus, je pense qu'on a tous envie... naturellement, en fait, d'être fiers aussi de ce qu'on fait, de nos projets, et qu'en partant de là-dessus, quelque part, ça lève un peu des freins à un impact qui serait un peu désincarné et un peu trop, et parfois un peu trop vu d'un point de vue comptable et comme une contrainte, en fait. Alors, Juliette l'a aussi évoqué, la question évidemment de la pérennité économique, de concilier l'efficacité écologique et économique. C'est sans doute aussi un sujet auquel vous êtes confronté en tant qu'accompagnant justement de structures, a fortiori peut-être avec des néo-entrepreneurs qui ne connaissent pas encore l'officiel. C'est déjà pas facile de créer une boîte, on l'a vu dans les épisodes précédents. Alors a fortiori, lorsqu'on doit tenir compte aussi de ces éléments-là, très concrètement, très prosaïquement, comment vous accompagnez aussi ces entrepreneurs qui sont convaincus, qui ont envie d'avoir d'impact, mais qui n'arrivent pas très bien à jauger justement entre les réalités très concrètes d'une entreprise qui doit tourner, qui doit être pérenne, et puis cet impératif écologique, sociétal qu'on a évoqué tout à l'heure. Déjà, le but, c'est déjà de diagnostiquer donc, la démarche RSE qui veut être mis en avant. Et donc, lever les moyens de financement aussi, parce que ça peut être un préjugé de se dire, voilà, faire une démarche RSE aujourd'hui, ça peut coûter cher, ça peut prendre beaucoup de temps, et puis c'est peut-être réservé justement qu'aux grandes entreprises, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et donc nous, en tant qu'accompagnateur, il faut justement les accompagner sur cette démarche en trouvant les financements, en évaluant les coûts. Et donc, pouvoir leur donner des solutions aussi pour que cette démarche puisse se mettre en place, quoi. Et je pense qu'il y a un moyen aussi possible, en fait, parce que finalement, souvent, les démarches RSE, c'est souvent un peu périphérique à la stratégie principale et au modèle économique. Donc déjà, s'il faut avoir un modèle économique et en plus avoir une démarche RSE à côté, il faut mener un peu deux combats de front, c'est compliqué. En fait, souvent, les bonnes solutions, c'est d'imbriquer totalement les deux. C'est-à-dire d'avoir un modèle économique qui soit directement RSE natif, en fait. C'est-à-dire que le modèle économique, naturellement, génère du coup de la responsabilité sociale et environnementale. Je pense que, quand j'entends votre projet, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que le projet est dedans. Donc, du coup, ça devient la stratégie première de l'entreprise et du projet entrepreneurial de prendre en compte cet impact, et même la valeur du projet est liée en fait à l'impact, et ça c'est hyper important. Et en fait, parce que finalement dans cette démarche là, c'est de se dire, en fait, quand on prend des décisions en tant qu'entrepreneur, on va mettre en fait le business au même niveau d'importance que cet impact sur les humains et sur la planète. C'est ce que propose d'ailleurs un concept qu'on appelle de la perma-entreprise, qui est un peu théorisé, ces principes éthiques d'action qui peuvent éclairer ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on prend surtout des décisions autour du business, et puis après on se dit qu'est-ce qu'on peut faire sur l'impact, sur les gens et sur la planète. Et là, c'est de réunir les trois, en fait, et de dire qu'on prend ces décisions avec toi. Et le fait d'articuler les deux, ça permet de créer effectivement des nouveaux modèles économiques. C'est ça qui est compliqué, c'est parce que c'est souvent des nouveaux modèles, et donc on est en train un peu de réinventer des choses, des terrains qui sont nouveaux, quoi, en fait. Absolument. Mais en même temps, ça laisse part aussi à une grande créativité. Complètement. Quel est votre retour d'expérience d'ailleurs? Vous l'avez évoqué très rapidement, mais est-ce que vous avez été accompagné spécifiquement là-dessus? Sachant que précisément, vous l'avez dit, les deux étaient pensés de manière concomitante, finalement, l'économique et le côté RSE. Ouais, en fait, j'ai été doublement accompagnée. Alors déjà, au départ, dès que j'ai voulu créer mon entreprise, moi, je me suis mise dans un incubateur.
qui était un incubateur de la CCI, CCIP, qui s'appelait Incuba School. Donc qui est CCIP, devenu... la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Tout à fait, pardon. Et qui d'ailleurs est devenue positive Incuba School. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait déjà beaucoup de projets... on va dire qui font sens ou avec un impact en tout cas dans notre promo, quoi. Et donc c'est des programmes de 6 mois et ça permet à la fois en termes de, on avait des coachs qui étaient là pour ça, mais même entre nous de nous challenger et ne pas sentir trop de solitude dans le montage du projet. Et puis ensuite, quand j'ai cherché mes financements, moi, j'ai été soutenue par Paris Initiative qui m'a octroyé un prêt d'honneur, donc ce qui n'est pas rien dans le financement, mais aussi qui m'a donné un parrain. Et c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant 1 an, et objectivement même plus, parce qu'on est toujours en contact. Même si aujourd'hui, il ne me fait plus des grands rendez-vous d'1 heure, mais on a fêté les 3 ans de Juliette, et ben, il est venu. Voilà, il est toujours attentif à ce qui se passe. Et ils ont aussi veillé à ce que mon parrain soit quelqu'un avec qui je m'entende bien. Il y en a eu un premier qui était très, très compta, etc. C'était pas mon problème en réalité. J'avais été cadre, j'avais eu pas mal de responsabilités avant. Donc moi, le problème, il n'était pas trop sur l'équilibre économique ou mouliner des chiffres. Par contre, c'était sur la prise de recul. Quand on est entrepreneur, on a souvent la tête dans le guidon. Et c'est être capable de prendre du recul pour se dire qu'est-ce que je développe maintenant, qu'est-ce qui marche pas, et d'échanger avec quelqu'un, c'est clé. Voilà. Donc oui, j'ai bien été accompagnée. Bon, peut-être on peut revenir rapidement sur le prêt d'honneur. Quelles sont les conditions sine qua non pour obtenir ce prêt ? Il faut déjà monter un dossier. Non, en fait, il faut montrer que le projet tient debout. Donc, même si c'est un projet qui est tout beau, tout rose, etc., clairement, moi, c'était mon cas. Enfin, en tout cas, il faut aussi montrer que l'équilibre économique du projet est là. Et comme vous le disiez, Eric, on est sur des business models qu'on invente également. Moi, je fais beaucoup de... Alors, le vrac, ça va, ça se pèse. Mais par contre, après, je fais, par exemple, beaucoup de consignes. Et ça, c'est des business models qui sont tout nouveaux. Quand j'ai commencé, il y a maintenant un peu moins de 4 ans, il n'y avait même pas de chaîne de lavage en région parisienne. Comment on va laver les bocaux, quel partenaire on va réussir ou non à trouver pour proposer les produits qu'on souhaite. Voilà. Et ça s'invente tous les jours en réalité. Ouais, on revient au fameux terrain inexploré que vous évoquiez, voilà, c'est ça, exactement. Peut-être une question, alors je ne sais pas qui veut la prendre, mais comment on mesure aussi cet impact sociétal ? Déjà, faut-il le mesurer nécessairement ? On comprend bien que les aspects financiers, on a un bilan, on a un compte de résultats, certes. Je crois qu'il y a des nouveaux moyens de comptabilité qui sont aujourd'hui inventés et qui essaient justement de tenir compte de ça, mais ça reste embryonnaire. Comment évaluer ça ? Et d'ailleurs, faut-il nécessairement l'évaluer de manière hyper quantifiée ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut... quand on est, si on ne mesure rien, en fait, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on est. En sachant que l'impact, c'est quand même aussi un chemin. C'est-à-dire qu'on va approfondir, on va peut-être découvrir aussi des nouveaux champs d'impact qu'on n'avait pas. Dans votre projet, Juliette, c'est parti quand même surtout sur la consigne, sur la réduction de déchets. Et là, on voit qu'à un moment donné, il y a aussi une démarche sociale, finalement, à travers, évidemment, le travail que vous faites avec des personnes en situation de handicap. Du coup, là, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, ça prend une nouvelle dimension, en tout cas dans votre projet. Et donc, faut le mesurer, mais effectivement, je pense qu'il faut être aussi, un peu raisonnable, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les systèmes comptables ne sont pas encore hyper adaptés à la réalité d'entrepreneuriat, en tout cas sur ces sujets-là. Mais une fois qu'on a effectivement un plan peut-être d'action stratégique, on peut aussi mesurer, des marges de progression pour savoir par rapport à ce qu'on aimerait faire, où on aimerait se situer. Dans votre projet, c'est tout de suite parti sur 100% zéro déchet, en fait. Oui. Bon, on peut imaginer un projet où ils disent, on va faire 20%, voilà, et puis on va dire notre progression, ce sera ça. Et déjà, effectivement, là, en termes d'impact, ça permet de suivre, en tout cas. Peut-être une ultime question, un ultime sujet, celui de la communication. Pareil, on l'a évoqué rapidement. Là, je vais être peut-être plus précis. Comment, justement, communiquer de manière efficace sans rentrer dans ce qu'on appelle le greenwashing, qui est aussi un peu la tendance. Je précise, le terme greenwashing, c'est l'anglais, bien sûr, c'est l'idée qu'on va mettre en avant des engagements sociétaux qui sont peut-être un peu embellis par rapport à la réalité pour justement obtenir une adhésion des consommateurs. La ligne est parfois un peu fine. Comment justement être dans le bon ton de communication vis-à-vis de tous ces engagements sociétaux et environnementaux ? Je pense que la transparence, c'est le plus important.
relater évidemment l'impact tel qu'il est et ne pas vouloir trop jouer là-dessus. Et donc ne pas inonder non plus les clients, les parties prenantes de cet impact. Enfin voilà, il faut rester aussi dans la mesure. J'ai envie de rajouter 2 choses, effectivement, la transparence et je pense qu'il me semble très important, c'est l'authenticité, c'est-à-dire le côté alignement entre le projet qui est porté et du coup sa communication, pour que ça soit effectivement, parce qu'en fait aujourd'hui le désalignement, c'est ça souvent qui choque dans le greenwashing, et c'est du coup parfois le retour de bâton peut être violent. Et puis il y a un deuxième élément qui me semble important aussi, c'est que comme on a parlé du fait que c'est quand même des territoires inexplorés, en fait je pense que c'est important de pas seulement communiquer sur des résultats, mais aussi sur le chemin parcouru en fait. C'est-à-dire raconter aussi ce qu'on veut faire, comment on le fait, même parfois c'est tâtonnement, voire même ne pas hésiter à dire voilà, on va essayer, on n'est pas forcément sûr d'y arriver, parce que c'est à la fois une démarche d'authenticité très forte, et en même temps, on embarque aussi, je pense, à la fois les clients, les bénéficiaires, pour qu'ils comprennent de l'intérieur ce qui se passe et ce que vous vivez. En fait, donc ça crée aussi une relation forte, et puis ça sera aussi utile pour tous les autres entrepreneurs aussi qui suivent, et comme on arpente des nouveaux chemins aussi, c'est un peu un nouveau monde, ce modèle économique à impact, il faut aussi montrer comment ça se passe en fait à l'intérieur. Oui. Alors moi, je suis commerçante avant tout, donc il y a un côté très immédiat. Les gens, je les ai très souvent en face de moi, et il y a quelque chose, on parle de transparence, etc. Il y a vraiment cette notion de confiance à construire tous les jours. Et effectivement, on peut toujours communiquer sur des gros chiffres, dire voilà, on a réduit, on vous a aidé à réduire tant de kilos de déchets, etc. Oui, on essaye de le mesurer, on mesure notre taux de retour de consigne, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le quotidien, c'est la façon de se comporter, et ça va de la petite story Instagram. Je pense qu'effectivement aujourd'hui les gens sont à la recherche avant tout d'authenticité, et il faut être soi-même, et peu importe que ce soit d'ailleurs un business digital ou comme moi encore beaucoup face aux clients, dans tous les cas il faut être soi-même pour que les gens y croient tout simplement. Et si vous commencez à déballer des paquets pour remplir des silos, on voit bien ce que ça a pu donner dans certains supermarchés. Résultat, moi, mes clients, ils sont toujours en train de m'interroger. Donc quand c'est comme ça, on va leur montrer en réserve comment ça se passe, qu'est-ce qu'on reçoit. Quand on fait des retours de consignes, parfois on prend une petite story Instagram pour montrer que les bidons de lessive repartent chez notre fournisseur. C'est montrer comment ça se passe. Voilà. Oui, on avait même imaginé à un moment faire un espèce de vie ma vie, parce qu'on fait souvent, il y a une grande proximité, donc on fait des dégustations, on fait venir nos partenaires, etc. Mais c'est aussi montrer comment ça se passe en traçabilité, comment ça se passe, pour vraiment rassurer les clients. Encore tout à l'heure, j'avais une dame qui me disait « je suis contente que vous me serviez parce que j'ai peur en termes d'hygiène, etc. » Ok, vous avez le droit de vous servir. Simplement, voilà exactement comment ça se passe la désinfection, comment se passe le lavage. Je lui racontais juste ce qu'on fait tous les jours au quotidien. Donc on l'aura compris, je pense que c'est ce qui ressort le plus de vos points de vue respectifs, c'est vraiment l'authenticité qui prime, montrer effectivement sans artifice ce que vous pouvez mettre en place. C'était ma dernière question. Merci à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses. On va passer tout de suite à la troisième et dernière partie de ce podcast. Tout de suite, c'est le conseil. Bien, pour la dernière partie de ce podcast, je vous propose à tous les trois un dernier mot justement de conclusion. Si vous souhaitez mettre en exergue quelque chose qui, selon vous, a été particulièrement important au sein de cet épisode. Moi, ce que je voudrais dire aux futurs créateurs d'entreprises, aux repreneurs, ce serait la démarche RSE aujourd'hui, on peut la prendre en compte même pour des petites entreprises ou des moyennes. C'est pas réservé qu'aux grands groupes. On peut commencer petit et puis grossir au fur et à mesure. Voilà ce que je voudrais dire aux entrepreneurs. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un point important, en fait, c'est comment transformer en fait, parfois des contraintes finalement en des sources de créativité et d'opportunités. Et je pense que c'est assez clé dans justement, dans ces modèles économiques, dans cet entrepreneuriat impact. Forcément, on a l'impression qu'on va se rajouter des contraintes, la chaîne logistique, etc. On se rajoute des contraintes. Et en fait, en regardant avec un angle un petit peu différent, on peut se rendre compte que là, cette contrainte-là, il y a peut-être une façon de l'aborder qui permet de créer une opportunité. Et c'est ce que vous avez fait, Juliette, dans votre structure. Et du coup, d'apporter encore plus de valeur, en fait, à ce modèle économique et à son lien avec les parties prenantes.
Alors moi, c'est plus une question aux entrepreneurs qui voudraient se lancer. Déjà, il y a une chose, c'est oser. Et 2, être aligné avec soi-même. Ça veut dire vraiment peser son niveau d'engagement personnel. Et quand je parle d'engagement, je parle croire en son projet. Évidemment, on ne le fait pas juste parce que ça nous a trotté dans la tête un jour, mais aussi être aligné entre le personnel et le professionnel. Il ne faut pas oublier que même quand c'est une entreprise à impact et même quand le projet est tout rose, être entrepreneur, c'est un long chemin. Vous allez forcément rebondir, vous allez forcément vous adapter en permanence et il faut bien peser votre niveau d'engagement personnel dans tout ça, que ce soit en nombre d'heures, d'envie. Parfois, en tout cas pour mon cas, c'est aussi gagner moins parce que c'est parfois confortable aussi d'être salarié et en même temps, c'est aussi source de beaucoup de joie d'être entrepreneur. Et donc, voilà, pesez le pour et le contre, mais surtout, si vous avez envie, allez-y. Merci infiniment à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et puis surtout, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mon Kit Entrepreneur.